La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast VD presque hebdomadaire qui vous prend dans ses bulles bleues. Bah non, c'est pas la commande, c'est la raison. C'est pas l'idée de non. Mais c'est vrai qu'en plus on peut dire c'est vrai que mais c'est pas la commande. C'est la mauvaise foi, c'est comme ça, c'est dans tous les sens. C'est de la rhétorique. Hein, Coucou les gens, bienvenue dans cette discussion déjà fort bien lancée sur des questions de pointe. En fait, j'entendais rien à ce qu'il disait, mais quand même. On va aujourd'hui replonger dans un classique de la bande dessinée avec le numéro 40 d'Astérix, qui est beaucoup moins bien que le numéro 20, mais qui pourrait avoir des qualités quand même. Le numéro 20 est pour moi mon préféré, mais bon, voilà. C'est quoi le vin? C'est la Corse, quoi. 20, Corse, c'est normal. On va ensuite enchaîner Rien à voir avec la Corse, c'est juste la numérotation. sur un monde si grand, un endroit un peu difficile. On va retrouver The Walking Dead avec une série dérivée. Et une suite qui n'en est pas présentée vraiment comme une, mais qui est quand même une suite qui s'appelle Un hiver à l'opéra. Et pour ce faire, je suis accompagné, comme d'habitude, d'une équipe de choc. Et lui, non. Chic et choc. Je l'ai dit déjà. Je l'ai dit à Ouais, moitié, je l'ai dit. Mais c'est quand tu écoutais pas. rien, voilà. Ah. Donc, cherchais une idée notre d'introduction. quinquagénaire qui commence à avoir des problèmes d'audition. Et de vue, et d'arthrose, et l'archiviste. de mémoire, et de tout. Salut, ça va, tu pas trop dur, il est un peu tard là. Hein, C'est ça. Sa petite verveine, et Je on me attaque. décrépis à chaque instant. Tizak qui, même lui, commence à porter des lunettes. Tout pareil, mais moins vite. Voilà. Ça va venir, ça va venir. Voilà. Petit Et scarabée. Thio qui n'a pas frotté sa barbe contre les micros depuis longtemps quand même. C'est vrai, note, tu as vu il progresse, c'est la sagesse. Arrête, tu vas laisser des poils blancs sur la bonnette. Alors, Ti. déjà, par contre, ça commence sérieusement. Par contre, le Ouais. poil blanc, Là, ça arrive aussi. là, ça arrive sérieusement. Là, vous voyez pas à l'écran parce que bon, les caméras sont encore très très loin et que je suis vraiment dans l'ombre parce que nous, on est éclairage pourri de ce côté de la table. Mhm. Mais Mais ça toi, vient. du coup, ça te permet de garder la barbe noire, même s'il ne l'est plus. Non, si, elle est bien noire Ouais, encore. moi, je suis en pleine lumière, ce qui fait que mes poils argentés, tu vois que ça, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais ton front aussi d'ailleurs est argenté. Donc finalement, c'est pas que les poils. Mais tout est argenté, en fait, là, j'ai envie de te dire. Voilà, bon, on va peut-être démarrer. Hein. Ah, bah, je sais Si pas, on parlait de on- bande on dessinée, discute de couleurs un peu. voilà, de trucs de jeunes. Tiens, on va parler d'une bande dessinée récente, faite par des petits jeunes qui cartonnent. L'Iris Blanc, le tome 40 d'Astérix, qui est scénarisé par Fab Caro, dessiné par Didier Conrad et colorisé par Thierry Mébarki, dont on ne parle pas beaucoup, du coloriste quand même d'Astérix, alors que je pense que c'est pas rien, quoi. Carrément. Sorti aux éditions T'as dit qui Hachette, T'as dit qui, le coloriste? Thierry Mébarki. Mais c'est fait par qui Ouais, Hachette pour 10,50 €. Thierry Mébarki. J'ai mal prononcé. C'est bon, on peut passer à la chronique d'après. Non, Jérôme, je t'en prie. Là, t'es obligé de. C'est tout ce que tu avais préparé, le nom du coloriste. C'est même pas moi qui l'ai dit, c'est Pierre. Alors, on s'est fait la réflexion avec Pierrick quand même en préparant ces émissions, parce que mine de rien, ça se prépare parfois un tout petit peu à l'avance. C'est pas parce qu'on s'y prend tôt pour lancer la préparation C'est- qu'on prépare longtemps. C'est hein. vrai. Qu'on ne chroniquait jamais d'Astérix. Et bon, voilà, c'est sûr que Astérix n'a pas vraiment besoin de nous. Rappelons quand même un tout petit chiffre. Astérix, c'est la locomotive de l'édition française. On ne parle pas de l'édition BD, on parle juste de toute l'édition, en fait, dans sa globalité. 5 millions d'exemplaires vendus lorsqu'un album sort, 3 millions vendus en France, 2 millions à l'étranger. Les années impaires. Les années impaires, puisque c'est tous les 2 ans. Et on est sur quelque chose qui défie tous les chiffres, puisque le derrière, c'est très très loin derrière, en fait. Donc en fait, le mec qui est tiré au sort pour dessiner ou scénariser un c'est-à-dire Astérix, d'un coup, en fait, c'est comme si c'est un auteur BD avec gagné l'auto, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, tu t'appelles Fab Caro, tu t'appelles Didier Conrad, là, tu te dis, putain, je sais pas, j'hésite, c'est quand même... va falloir que je change mon style de dessin, va falloir que je m'adapte et tout. Non, mais en deuxième fait, solution, c'est au revoir, mais en fait, président. je vais le faire quand même, en fait, je crois. Hein, c'est ça. Voilà. Didier Conrad, il faisait pas de la BD très politique et très critique. Mais Fab Caro un peu aussi, quand même. Ouais, hein. un peu. Puis à un Plus moment dans donné, l'absurde, t'as envie de quand manger même, autre chose mais que bon. des pâtes, quoi. Et c'était des auteurs qui marchaient bien avant de faire Astérix. Donc, bon, alors Conrad, c'est pas du tout son premier album d'Astérix, il en est à son quatrième, cinquième. Il s'est complètement fondu, et ça on le dira jamais assez,
mais comme un certain nombre d'auteurs qui ont repris comme ça des artistes avec plus ou moins de succès, avec les grandes reprises qu'on voit aujourd'hui de Blake et Mortimer, de Spirou, de Astérix, de Tintin, etc. De Tintin, n'importe Gaston. quoi, pardon, de Gaston, excusez-moi. En règle générale, en termes de fidélité graphique, on est quand même assez proche. Et là, Sauf dans Spirou, où il y a quand même plus de liberté. il y a plus de liberté dans Spirou, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, donc Conrad, il a vraiment bien respecté. Il est vraiment dans le. Il a été adoubé par son grand ancien. On nous dit qu'ils ont oublié de mettre le bandeau par l'auteur de Zai 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 Zai. Ça aurait doublé les ventes, je pense. C'est vrai. Et, Bonne vanne. et là, du coup, on attendait un petit peu au Vanne tournant. bandeau. On attendait un petit peu au tournant Fab Caro. Donc Fab Caro, évidemment, ultra connu par Zai 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 Zai, adapté au cinéma. Mais Ne aussi, spoil pas. mais aussi le chemin de Cusco. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, qui se passait en Amérique du Sud. Ouais, j'en ai était vu. très- J'ai pas lu celle-là. très j'en ai lu une rigolo. autre. Enfin voilà. Tous Et ces bouquins aussi. tous ses bouquins aussi. Enfin voilà, un auteur connu, reconnu à l'humour décalé. Et on l'attendait un petit peu au tournant, très clairement. Alors, qu'est-ce qui vaut cet iris blanc ? C'est un petit peu la question qu'on se pose quand on achète un prix Goncourt. Finalement, est-ce que je vais l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque avec les 39 précédents ou est-ce que je vais le lire ? Bon, pour moi, le gros défaut d'Astérix, c'est sa pagination. On est toujours sur un format en 48 planches. Et ça, c'est extrêmement casse-couille. Alors, certes, ça fait partie des contraintes du cahier des charges, mais vraiment, c'est super chiant, puisqu'on va avoir des raccourcis qui sont vraiment, vraiment pénibles. Au-delà de ça, on est donc sur César, qui essaye toujours de trouver d'un moyen ou d'un autre de faire basculer le village des irréductibles gaulois, et qui là va envoyer Vice Vertus, dans le village, qui est le médecin-chef de ses armées. Et en fait, il a développé une technique qu'il a surnommée l'iris blanc, la technique de l'énergie positive, de la pensée positive. Donc voilà, il y va, très clairement, c'est en gros, on tape la joue gauche. Dans la joue droite, mon ami, ça va bien se passer, ça va mieux se passer. Donc, plutôt que de voir une suite de branlés quand ils se battent contre les Gaulois, eh bien, ma foi, c'est une suite de défaites positives pour préparer des lendemains qui chantent. Hein. C'est beaucoup mieux dit ainsi. Alors, on a quand même quelques jolis morceaux dans l'histoire, moi, je trouve. Donc déjà, la confrontation, évidemment, entre Vice Vertus et Astérix, qu'on attend. Et Astérix, au premier tiers de l'album, enfin un peu plus, va défaire, en fait, et c'est là où... Dans sa rhétorique, en fait, va défaire Vice Vertus, et c'est là où on va avoir la limite un petit peu de l'exercice, c'est que on est sur un exercice en 48 planches, et donc du coup, il faut que tout de suite, à la première contrainte, en fait, tout le plan de Vice Vertus s'effondre. Ça, c'est pas très crédible. Très clairement, voilà, il y a une première confrontation verbale entre les deux, et Vice Vertus perd pied. Donc ça, c'est pas très crédible. Donc du coup, il va rebondir, il va enlever bonne mine, plus ou moins. Enfin, il va l'entraîner. Ouais, Je me suis dopé à l'insu de mon plein gré. c'est ça. Il s'auto-enlève pour aller voir son frère homéopathique à Lutèce. Et là, on est sur une deuxième histoire, en fait, où les auteurs vont critiquer, chroniquer, s'amuser de la bonne société parisienne, avec tout ce qu'elle peut avoir de bobo, de superficiel, en particulier, bien entendu, la société artistique. Bon, il y a quand même quelques petits passages qui moi, m'ont pas mal amusé, comme le concert d'Assurance Tout Risque. Voilà, on s'en fait quelques-unes. Légionnaire particulier, cherche légionnaire particulière. Voilà. Glaive, lève-toi et dans sa Gergovie. Enfin, voilà, il y en a tout. Besoin d'Orion, envie de Troie. Non, on peut tous les faire, enfin. Et voilà. Mais comment ça s'appelait déjà ce spectacle des années 80 C'est ça. Jambes de bois et tête de bois. C'est ça. Et voilà, ou la SNCF qui devient la Société Nouvelle des Chars et du Foin, qui est quand même assez rigolo. Proche de la réalité. Absolument. Ou moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le repas Nouvelle Cuisine. Oui.
Ça, c'est vrai. Oui, où il commande, attendez, je vous le fais quand même rapide, où il commande la suave mélodie de sangliers virevoltantes dans leur écrin forestier de printemps radieux. Ils reçoivent un truc qui, en gros, est trois petits pois au fond d'une assiette. Et il y a Obélix qui dit, excusez-moi, mais sans le faire exprès, vous avez mis la mélodie, mais vous avez oublié le sanglier. Du coup, ça virevolte pas trop. Donc voilà, moi, il y a des trucs comme ça qui m'ont fait marrer. Donc, Attention, ce n'est pas du spoil. Hein. non. Alors là, très clairement, on pourrait. On ne mélange Non, mais Et Astérix, à on la pourrait fin, tout il y a un spoiler. banquet. Non, merde, pardon, je suis désolé. Astérix, on pourrait tout spoiler. Je crois que ça ne poserait pas trop de problèmes. Moi, j'ai pas spécialement ressenti la touche Fab Caro. On sent l'humoriste quand même, on sent les bons mots, la recherche de situations cocasses. Bon, voilà, après Fab Caro ou un autre artiste, je pense qu'on aurait pu obtenir quelque chose d'équivalent. Moi, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est effectivement la confrontation Astérix, Vice-Vertus, qui se finit beaucoup trop rapidement. Mais après, voilà, quelques planches savoureuses. Donc, pour moi, alors, entendons-nous bien, on n'est pas du tout au niveau d'un Goscinny, très clairement. J'en suis désolé pour Fab Caro, mais on n'en est pas là du tout. Mais par contre, hormis la période Goscinny, ça reste pour moi un bon Astérix. Je crois qu'on est confronté au problème économique. Je sens, moi, dans cet album-là, qu'il y a plein de bonnes idées, de bonnes intentions, mais qu'à un moment donné, il ne faut pas trop lever la voix quand même dans le scénario, et que il faut plaire à tout le monde. On sent que ça veut se moquer un petit peu d'une certaine partie de la société, mais qu'on va pas trop le faire, alors que Goscinny se le permettait. Tu vois, il y a ce côté-là aussi. Et c'est pas étonnant, je veux dire, il a un cahier des charges, Fab Caro, et tout ce qu'il va écrire va être surveillé à la lettre pour que ça déborde pas plus que ce qu'il faut au niveau de son humour. Alors qu'il a un humour en plus qu'il a dû adapter, parce qu'il a plutôt un humour qui va dans l'absurde, dans l'humour de situation, la petite touche de dialogue en décalage avec l'action qui se passe, c'est plutôt comme ça que fonctionne son humour. Là, il doit être plus classique dans la narration. Ça marche pas mal, parce que je le vois, le thème de dire on va parler de la guerre psychologique, justement, de comment est-ce qu'on va faire rentrer une idée pour prendre le contrôle des gens en faisant passer des idées, en fait, en jouant sur le terrain des idées, et plus de la baston ou du commerce ou quoi que ce soit. L'idée était intéressante en soi, mais ils auraient pu, je trouve... En fait, ils mettent pas les Gaulois en difficulté. Et c'est ce qu'il aurait fallu à un moment donné, c'est qu'on sente que pour Astérix et Obélix, en dehors de dire « Oh, on n'est pas content, on va marcher pour essayer de sauver la situation », il aurait fallu qu'ils soient un peu plus en difficulté. Et je suis pas sûr qu'en fait, on ait le droit de les mettre en difficulté dans une histoire. Ils l'ont pourtant été. Hein. Oui. Ils l'ont été. Ouais, mais dans les nouveaux ? Non, dans les anciens. Dans les anciens. Dans les nouveaux, je crois pas qu'ils soient dans des vraies galères. Enfin, dans les anciens, ils ont été dans une galère, ça je m'en souviens. Dans les nouveaux... Il y en a un où le village finit, il y a une sorte d'odeur, de brume, ils vivent sur la plage, ils ont plus de quoi... Alors je ne sais plus c'est lequel, mais ils sont sur la plage, ils sont plus dans le village. Le village, il y a une brume, et en fait ils sont sur la plage, ils peuvent plus y rentrer. Bon, tout ça pour dire que a priori, l'Iris Blanc, ça aurait pu être bien, mais franchement, j'ai trouvé ça un peu décevant. Voilà, pour en revenir, j'attendais plus. Je me suis dit, ouais, Fab Caro, ça peut être un bon truc. Et en fait, finalement, je me dis, bof. Voilà. Donc, bien, sur quelques planches, ouais, qui sont drôles. C'est effectivement, quand je me les rappelle, après, ça m'a fait sourire. Mais sinon, bof, quoi. Gros bof. Après, Gaël, mon fils, qui a déjà lu... Excuse-moi, je t'ai pas coupé la parole, j'avais pas fini, en fait. Tu vois, qui, du coup, a lu tous les Astérix, lui en fait il m'a dit un truc alors, là c'est tu vois c'est l'œil je pense de l'expert qui dit ça, tu vois, mais tu vois, Bonne Mine elle a plus le même menton et ça me plaît pas. Ok. Donc là je me suis dit bientôt il va finir autour de ce micro lui. J'ai senti quand même qu'il y avait une sorte de voilà, c'est vraiment le truc qui l'a fait tilter, tu te dis quand même. Il n'y a que ça qui t'a fait tilter, c'est qu'elle n'a pas le même menton. Mais par contre, il n'a pas les rêves sur les chansons d'Assurance Tourix. Alors, effectivement, Randall, mais malheureusement, j'avais jamais pensé, en fait. Ces scènes, quand j'ai appelé Gaël, mon fils, effectivement, oui, c'est effectivement comme le mec qui joue au tennis. Voilà. Bon, donc du coup, on arrête d'en parler, parce que bon, ça va, on s'est
s'est pas emballé là-dessus, on passe à la Thierry qui suite. a pas trop donné Non, son avis. c'était juste que. Oh, putain, les gars, on va faire 20 minutes sur une BD qu'on trouve tous bof, quoi. Surtout si on continue à parler pour rien dire. Mais ça fait déjà 15 minutes. Ce sur quoi je me suis interrogé, c'était justement ça. C'est-à-dire à qui est destiné l'album parce qu'au final, la majorité des blagues qui sont montées par Fab Caro, c'est des blagues pour nous. C'est pas des blagues pour les gamins. Et finalement, un gamin qui lit l'Iris Blanc, à quel moment est-ce qu'il va vraiment rigoler? Parce qu'on en a sucré quasiment toutes les scènes de baston un peu drôlatiques entre Romains et Gaulois, de fait. Et les autres blagounettes qui sont des histoires de référence, c'est pas des références d'enfants de 10 ans, quoi. Donc finalement, quand un gamin lit cet album-là, je vois pas bien comment est-ce qu'il peut en retirer un quelconque plaisir, si ce n'est, j'ai lu le dernier Astérix. Mais finalement, c'est pas ultra fun. Et nous, on va rigoler aux X blagues de Fab Caro. Et par contre, du coup, en tant qu'adulte, il va nous manquer les vrais éléments scénaristiques que vous avez relevés, où ça manque de profondeur, ça manque de piquant un peu plus acerbe. Voilà. Du coup, moi, je me pose la question de la cible là-dedans. Astérix, numéro 40, l'Iris Blanc de Fab Caro, Didier Conrad, Thierry Mébarki chez Hachette pour 10 €. Allez-y, à boire un petit coup à la maison. Un monde si grand. Une bande dessinée scénarisée par Séverine Vidal, d'après son propre roman, il me semble, dessinée et colorisée par Élodie Durand, chez Bayard pour 20 €. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un truc. Attends 2 secondes parce que je me bats avec le micro parce que les machins ils se sont cassés la gueule. Attends, je te le coupe comme ça, vas-y, tu peux y aller. Vas-y, tu peux... Ah non, c'est à toi d'en parler en plus. Oui, c'est à moi d'en Ah parler. ouais, c'est maintenant que tu décides de travailler sur ton micro, C'est quoi. pas que je décide de travailler sur mon micro, c'est que le micro. Non, mais en fait, comme tu l'as coupé, en fait, on n'entend pas. Voilà, non mais tu peux parler, je t'ai coupé ton micro, c'est bon? Je peux te remettre là. Mais ça ne sert plus en fait, donc je vais le tenir. C'est quoi qui sert plus? Ce que je te disais tout à l'heure. Bon, on reverra ça plus tard. Donc un monde si grand, Séverine Vidal et Élodie Durand. Donc le camping tropical, le tropical, a perdu sa lettre T depuis bien longtemps. C'est donc maintenant le Ropical. Jeune adolescent, Peppo vit dans un camping, ce camping abandonné, le Ropical, en bord de plage avec sa sœur Frida, qui est une jeune maman de 2 jumeaux, Colette et Georges. Oui, bon, Georges, effectivement, voilà, c'est comme ça. Ils sont encore nourrissons. Et puis, bon, il y a des voisins de caravane, tonton Max, Valdo, la vieille Mado. La vie est douce, partagée entre les instants de surf, les déplacements en skate, la récupération de petites gourmandises invendues à la boulangerie, qui est très gentille et qui donne les petites choses de dernière minute. Bref. Vas-y, continue. Ils me font hurler. Mais un matin, la vie de Peppo bascule. Celle-ci, il ne l'avait pas vu venir. Il est tiré d'un rêve par la sonnerie de téléphone. Il reçoit un SMS de sa sœur. Elle s'excuse de lui envoyer un message sitôt, mais elle lui a laissé un mot dans la cuisine. Peppo se lève et découvre un post-it sur lequel Frida a inscrit « Salut mon frère, je pars à la Jonquera », pour ceux qui connaissent. « Occupe-toi des petits, je reviendrai ». Elle ne dit pas dans quel état. Lui qui a du mal à distinguer Colette et Georges, le voilà bien empêtré, il ne s'est jamais occupé de nouveau-nés. Oui, je sais. Entre la gestion des courses, le changement de couche, l'incertitude permanente, ces instants vont faire grandir Peppo bien plus vite que prévu. Et si ces instants fragiles, où toutes les incertitudes volent en éclats, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à puiser là-dedans ? Donc Séverine Vidal, qui est également autrice de La Maison de la Plage ou du Plongeon, semble bien aimer capturer ces instants de vie un peu éphémères dans ses histoires. Elle fait du quotidien une sorte d'aventure qu'on a envie de suivre. Dans ce nouveau projet BD, elle est accompagnée par Élodie Durand au dessin, qui a notamment signé Wonder de François Bégodeau, auteur connu. Elles vont à elles deux adapter donc en BD le roman Peppo que Séverine Vidal avait écrit quelques années plus tôt en 2018. Donc elle nous plonge dans une ambiance estivale, en bord de mer, insouciance, mais cette insouciance est vite chassée par les problèmes du quotidien. Un quotidien qu'on peut au moins qualifier de précaire, dans lequel vit Peppo. Ce dernier habite dans une caravane, il la partage avec sa sœur donc, et les 2 enfants de sa sœur. Mais lorsque celle-ci disparaît sans explication du jour au lendemain, et que Peppo ne sait même pas pour combien de temps, comment est-ce qu'il va devoir prendre en charge cette famille, il n'a pas vraiment le choix. Il va donc devoir découvrir une autre partie de lui-même, et une partie qu'il n'avait pas encore eu l'occasion d'explorer. L'histoire est ponctuée d'humour, mais on sent quand même énormément de violence sous-jacente permanente. Le rejet, l'abandon sont des thématiques qu'on peut percevoir en filigrane. En tant que lecteur adulte, on peut garder également en tête 2 questions supplémentaires que ne semble pas forcément se poser Peppo. Quel avenir pour des jumeaux dans ce contexte-là, mais surtout, que va-t-il arriver à sa sœur, jeune fille partie seule à la Jonquera ?
Dans cet album, on parle des petites gens, de ceux qui se débrouillent, parfois même des bofs, mais toujours avec un œil assez humain et touchant. Le dessin est simple, coloré, il colle parfaitement à l'ambiance et au lieu que tout le monde connaît ou peut deviner. Il apporte de la légèreté face à des sujets qui sont assez graves. C'est une histoire simple dont le principal intérêt, au final, à mon sens, est la qualité de narration. On en parlait dans une émission précédente sur Miyazaki. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est la narration que je trouve intéressante. Et sur une petite histoire simple, pareil pour Corfino, eh bien, on arrive à procurer des sentiments intéressants et un vrai plaisir de lecture. Bonne lecture à tous. Randall nous dit que tu as tout écrit et que tu bosses, toi. Oui. Et en plus, il doit se chronométrer quand il lit, parce qu'il arrive quasi pile poil à chaque fois à la limite. Mais il s'arrange toujours pour être un petit peu au-dessus de la limite. Mais Ça, c'est toujours le même principe. C'est Quand toujours j'étais le gamin, principe. je nageais derrière la ligne avec les flotteurs interdites. voilà, mais toujours. Pour les verbes du premier groupe, c'est pareil, il était jour à la limite. C'est un album que j'ai trouvé étonnant. J'ai trouvé l'histoire belle, j'ai trouvé le dessin réussi, c'est touchant, c'est plutôt intéressant. Il y a parfois des sortes de travail sur la narration qui changent, qui s'éloignent du gaufrier, qui partent dans tous les sens. Ça marche bien. Ouais, c'est pas du tout mon genre de lecture, mais ça a bien marché. J'ai trouvé ça plutôt réussi, d'autant que, sachant que c'est une adaptation d'un roman, on ne sent pas l'adaptation et ça a l'air d'avoir été écrit pour la BD. Ce que je comme les trouve chroniques de certains chroniqueurs, ça. C'est écrit, quoi. assez bien foutu. Alors, pour tout vous dire, c'est un conseil d'un certain libraire. Hein. Oui, mais De moi-même, je ne serais pas forcément allé dessus. Et j'ai passé un chouette moment. Et vous, hein, Oula. Jérôme, Thio, Non, mais il veut toujours que je parle. c'est ton tour. À toi. Bah écoute, on me l'a vendu, on m'a dit ouais, c'est l'histoire d'un gamin, il se retrouve avec 2 mioches parce que sa sœur s'est cassée. Et il vit dans un camping tout seul et c'est la loose. Ouais, j'étais là avec ce pitch-là, j'ai dit ouais, oula. Puis en plus, j'avais la couverture qui me tendait pas du tout les bras, j'ai dit ouais, ça va être pas une grosse bouse. Encore un truc à la Thierry qui fait 45, qui fait 300 pages et je vais me faire chier pendant Mais un il fait pas roman. 300 pages, celui-là, peu cher. Non, c'est vrai. Celui-là, il en fait pas 300, mais bon, même les 150. 112. 112, déjà, je me disais Franchement. ouais, ça va être chiant. C'est sur une petite fourchette. hein. Et aux surprises, ce récit de vie 106, 806. Ce récit de vie. Bah, ce récit de vie en fait m'a vraiment mais trop plu. Voilà, je me suis régalé. L'histoire du Pépot qui se retrouve du coup avec ces espèces de deux dodus à les trimballer à gauche, à droite. Les histoires amoureuses, les histoires de l'oncle qui n'est pas un oncle, du cousin qui en est pas un, mais qui sont en fait finalement de la même famille parce que Ouais, c'est le concept des gitans, un petit voilà. peu. Hein. Tout le monde est tonton. Hein. Le couple qui vient aussi dans le camping parce que leur voiture est en panne. Ouais, de belge, je crois. Parce que On la spoil voiture- aussi ou on spoil pas? Non, mais je dis juste, voilà. Il a dit le coup. Et Un finalement, couple belge de bof qui vient dans un camping, j'ai envie de te dire. il y en a qui ont fait un film là-dessus. C'est pas exactement comme si on inventait un nouveau truc, quoi. Et en fait, bah, tous ces personnages-là, en fait, te racontent un truc qui est la copine aussi de Pépot. Enfin voilà, toute cette petite farandole de personnages, bah, c'est super attachant, c'est très vivant, c'est très réaliste, et ça t'amène, je trouve, une profondeur dans l'histoire que tu fais. Ouais, c'est trop cool, quoi. Et j'ai passé finalement un super moment. Moi, très honnêtement, et je l'aurais jamais mis au départ, mais j'aurais même mis un coup de cœur sur ce bouquin parce que je me suis vraiment absolument régalé sur Un monde si grand. Alors, moi, je te suis sur le coup de cœur, en fait. Voilà. Donne ton avis, justifie Bah, il vient de le dire. Non, il justifie pas. Non, parce que vous le savez que j'aime pas les aplats de couleurs. 5,49,3. Ouais, et Donc- là, c'est quand même un bel aplat de couleurs. Et c'est de belles aplats de couleurs. Mais c'est comme toutes ces albums où, quand vous les feuilletez, vous vous dites putain, mais qu'est-ce que c'est que ce dessin? Et qu'en fait, en commençant à lire l'histoire, je pense à certains albums d'Alan Moore en particulier, sur lesquels j'avais eu énormément de mal au dessin, mais on se laisse complètement prendre par l'histoire. Voilà. Et tu te dis, il aurait pas fallu un autre dessinateur, en fait. Et en fait, voilà. Et en fait, finalement, le dessin ou les aplats de couleurs ou tout ça, c'est pas si important. Ou l'absence de décor, c'est pas si important non plus. On se laisse emmener dans l'histoire. Et
et on sort de cet album avec une vraie émotion. Et c'est ça qu'on cherche finalement dans la BD, et comme dans tout d'ailleurs, dans la vie en règle générale. Donc moi, c'est ça qui motive le coup de cœur, parce qu'à la fin, on est avec Peppo, quoi. Ouais, mais il a pas dit, hein, parce que C'est toi, vrai tu qu'il a dis- pas donné son nous avis, on a dit coup de cœur, mais vous aviez rien dit au départ, les gars. Non, mais justement, parce que je voulais avoir. Ouais, alors ça Hmm. c'est C'est ce que tu fais d'habitude. ça c'est le biaisé de mauvaise foi, ça, tu vois. Non, non. Bon, en fait, moi, ce que je disais, c'est le genre de lecture vers lequel je serais pas allé. C'est pas le genre de lecture que j'apprécie en général, mais c'est ce que j'ai dit. Ça a marché pour moi. Et rien que pour cette qualité-là, c'est une bande dessinée que je conseillerais aux gens qui cherchent ce genre de récit. Et c'est ce qui mérite d'en faire pour moi un coup de cœur. Il y a que Thierry qui n'a pas donné son avis, qui va dire ah bah non, j'ai lu des mieux. Moi, clairement, j'en ai eu des mieux, mais c'est pas la question. On me demande si je vais mettre un coup de cœur sur un de mes albums. C'est un de tu mes peux- albums. Pour une fois qu'on va mettre un coup de cœur sur un truc qui est à moi, j'ai envie de te dire, je vais dire oui. Et puis, même si c'est pas sur celui-là que j'aurais mis un coup de cœur en premier, C'est de la merde, mais juste pour parce que parce que c'est le mien. Alors voilà, forcément, c'est comme les mioches, ça, tu vois, c'est le mien, forcément, ça, il est super. il est mieux, quoi. Bon, voilà, il a qu'un œil et un bras, mais c'est le plus beau. Un monde si grand de Séverine Vidal et Élodie Durand chez Bayard pour 20 €. Un très très bel album. Et un coup de cœur sur un Bayard, j'ai envie de te dire, je pense que c'est pas tous les matins qu'on en a collé non plus. Oh là 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 là. Tu déconnes? Attends, Bayard, ils ont fait des super trucs. Ouais, mais pour eux, pour les instits, Oui. Non, mais, Bayard, pour eux, c'est Ok. le bagne. Tu vois. Tu vois, Faites- Bayard, c'est le même Ouais, et de l'être près. Hein. je le vois bien. Faites comme Matt Deka, Chevon, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob qui nous soutiennent sur tipeee.com/la voix des bulles. Ça nous aide à nous payer de bonnes bières, surtout qu'on en renverse la moitié sur les tables et qu'il est important qu'on en ait plus que ce qu'on en boit. Bah, quitte à foutre de la bière sur un ordi, autant que ce soit de la bière de qualité, quoi. Voilà, ça nous permet, peut-être un jour, on pourrait se payer tous nos repas avec les tipeurs si on en avait plus. Mais pour le moment, on s'achète du matériel, un peu des BD de temps en temps et on s'arrange pour vous proposer des podcasts de qualité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous et bien sûr, allez sur lavoidesbulles.fr, vous aurez toutes les infos pour nous soutenir au mieux. Dans une autre vie, je me suis appelé Lee. J'étais un mec qui devait aller en prison. Oswald ? Non, Lee. Et qui devait aller en prison. Et au moment où on l'emmenait en prison, il y a un truc qui est passé devant la voiture. On a eu un accident, on est sorti. Et là, il y a une sorte de gars à moitié mort qui a essayé de me bouffer. Et je m'en suis sorti. Et en m'éloignant, je me suis rendu compte que le monde commençait à être envahi par les zombies. Et sur le chemin, en essayant de m'en sortir, j'ai découvert une petite fille abandonnée au milieu de nulle part. Visiblement, ses parents étaient morts. Et j'ai commencé à la prendre sous mon aile et à l'élever. Et j'ai dû faire des choix difficiles pour elle, des choix vraiment prenants. Et tout ça, je l'ai vécu dans le jeu vidéo The Walking Dead, un jeu narratif qui se passe dans l'univers de la BD The Walking Dead, qui est adoubé comme quelque chose, et qui est qui m'a fait chialer, que j'ai trouvé fantastique. Je crois que Thio dira à peu près pareil, parce qu'il y a joué aussi le premier. C'est vraiment... voilà. Et Clémentine, c'était un peu ma fille. Et quand la BD dérivée The Walking Dead Clémentine sort, déjà, je me rends compte que j'ai pas fait tous les jeux qui m'en manquent, parce que rien que sur la couve, j'ai un spoil, il lui manque une jambe. Tu dis merde, il lui manque une jambe. Putain, j'ai Voilà. raté un truc. J'ai raté un truc. En gros, ce jeu vidéo a réussi à me créer un attachement au personnage étonnant. C'était une vraie réussite à ce niveau-là. Et donc, je me suis dit, merde, je vais le lire. Est-ce que je vais pas être un petit peu perturbé par... un petit peu perturbé par cet a priori que j'ai. Robert Kirkman a donné ce personnage à une autrice qui fait plutôt de la bande dessinée indé, Tilly Walden, et qui s'est réapproprié l'histoire en essayant de raconter la suite de ses aventures. Clémentine décide de quitter la communauté dans laquelle elle est pour retrouver sa propre voie, se reconstruire et finir de devenir adulte, parce que franchement, on devient vite adulte dans ce monde-là. Et donc va rencontrer d'autres personnes, d'autres communautés qui essayent eux aussi de se reconstruire, mais des communautés de gamins, des petites communautés, hein, ils ne sont pas des tonnes, qui vont l'amener jusqu'à se retrouver au milieu de la montagne et de la neige, à devoir essayer de reconstruire
toute une sorte d'ancien truc de ski, quoi, station de ski, où ils se sentent à peu près en sécurité. Parce que les zombies, apparemment, quand il fait très très froid, ils sont pas super actifs et on s'en sort un peu plus facilement. Mais les conditions sont difficiles. L'ambiance sur le est pas terrible dans le groupe. Il y en a qui sont un peu Plutôt fraîche, mystérieuses. Ouais, plutôt fraîche. Et Clémentine arrive un peu comme le cheveu sur la soupe parce que Froide. elle a été bien élevée, cette gamine, et franchement, Gazpacho. elle n'est pas du genre à se laisser faire. Au dessin, il y a quelque chose de beaucoup plus éthéré, de beaucoup plus doux que ce que pouvait faire Charlie Adler, et même Tony Moore avant. C'est vraiment le style de Tilly Walden, mais ils ont réussi, parce qu'ils ont demandé à Cliff Rathburn de faire les niveaux de gris, de garder cette teinte Walking Dead. On dirait un album Walking Dead, parce que les noirs et blancs sont le même type de noir et blanc. Ça marche plutôt bien. C'est une histoire que j'ai trouvée prenante. C'est prévu en 3 tomes dès le départ. Ils n'en font pas plus, même si c'est des gros tomes. Hein. On l'a pas vu quand même. Voilà. Moi, j'ai passé un bon moment. C'est bien de voir ces enfants grandir et choper leur indépendance. Maintenant, c'est une histoire de gamins qui grandissent avec des zombies. C'est bien fait. J'ai passé un bon moment, mais je pense que l'attachement que j'ai au personnage a fait que j'ai passé un meilleur moment que ce que j'aurais dû, en tout cas. C'est une bonne BD, mais qui révolutionne pas le genre pour moi. Voilà. Walking Clementine, à vous. Bah, disons que j'aimerais que quelqu'un en fait, qui n'a pas fait les jeux Ouais. en parle. Ce serait Oh pas my mal. darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Ah, mais si Thierry me suit plus maintenant quand je chante, ça va plus. Parce du que tout. celle-là, il la connaît pas en fait. Là, il te regarde et il se dit mais qu'est-ce qu'il chante quoi. C'est tellement vieux que Ouais. franchement, il faut être archiviste pour. Jérôme, c'est vrai que alors t'es le seul à avoir lu, à pas avoir joué au jeu. Alors j'ai pas joué au jeu, par contre j'avais lu l'intégralité des comics. Et je suis assez fan des comics, sachant que j'ai pas vu les séries télé. Alors Clementine. Voilà. Ouais. Voilà. Ça c'est fait. Non, ben alors l'univers il est là, c'est sympa. Juste dans le micro, s'il te plaît. Ouais. L'univers est là, c'est sympa. On sent que les zombies, comme d'habitude, ne sont pas les vrais ennemis. En fait, c'est un petit peu un danger de fond, mais que finalement les communautés humaines sont bien plus dangereuses. Les gamins le savent d'ailleurs, puisqu'ils se méfient beaucoup plus de leurs congénères que des zombies qui font en fait finalement partie de leur quotidien. Et comme l'ensemble de la mort d'ailleurs, hein, lorsqu'il rencontre quelqu'un qui vient de se faire infecter, bah voilà, bah, tu vas mourir mon pauvre gars, bah ouais je vais mourir, enfin voilà, on fait pas tout un fromage non plus. Donc c'est quand même assez triste de voir aussi dans cette évolution sociale, mais on peut se douter que ça se passerait comme ça. Au-delà de ça, voilà. Moi, ça va pas me laisser un souvenir impérissable. Après, je lirai le tome 2 parce que j'aime bien l'univers et en espérant que ça décolle un peu. Mais bon, là, ça a quand même du mal. C'est poussif, quoi. C'est super poussif quand même. Thio, toi aussi, tu t'es fait toucher par ce personnage ou... Ben, en fait, je pense que c'est exactement comme quand tu. Enfin, vu que j'ai joué au jeu, bah, Clementine, comme tu disais, tu as déjà eu, on va dire, une grosse empathie pour elle et de l'affection pour elle. Parce qu'en plus, ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans le jeu, on prenait, c'était moi un des premiers jeux où il y avait quand même des décisions où, clairement, voilà, allez, toi tu vas mourir, ou toi tu meurs. C'est qui que je choisis, tu vois. C'est les trucs où il n'y a pas de bon choix, en fait. Ça va, entre Thierry et Jérôme, c'est facile. Mais il y a pas de... Mais voilà. C'était l'édition où dans le jeu, tu n'avais pas de bon choix. Pas de bon ou de mauvais choix. C'est des gens qui te tendent la main. C'est des gens à un moment donné voilà, dans ta vie qui te tendent la main, quoi. Voilà. C'est une rencontre avant tout. C'est ça. Et cette rencontre, des fois, voilà, elle fait mal ou pas. Et justement, dans le truc, tu te prends des choix et tu arrives forcément à un dénouement à la fin du premier jeu qui fait que bah, Clementine, tu y as mis tout, il y a toi qui est en elle, quoi. Donc forcément, non. Je joue pas avec ça. Donc forcément, joue pas avec ça. Rends la vie. donc forcément, quand j'ai lu le bouquin, quand je l'ai commencé, je me suis dit ouais, si tu es là, tu l'aimes déjà. Et ça t'aide à faire passer beaucoup de choses. Mais clairement, je pense que quelqu'un qui n'a pas joué et qui a aucun affectif pour Clementine,
va se dire, ok, c'est encore un truc de Walking Dead. Ils vont le lire, ils vont dire, ouais, c'est bien, mais ça apporte rien de neuf. Et peut-être même ils diront, bah, le dessin c'est pas le même et du coup ça me plaît moins. Donc franchement, je pense que c'est vraiment pour des fans un peu hardcore de Walking Dead qui ont fait les jeux en plus et qui ont apprécié de faire les jeux. Mais vous pensez pas quand même qu'un album de 240 pages, il pouvait faire le même en la moitié, non? Oui, mais après tu t'en fous quand tu sais que tu mets Walking Dead sur un truc et de toute façon tu vas le vendre. Voilà. Oui, après, je pense Je que pense c'est aussi qu'au une niveau de volonté l'édition, tu t'en fous. Je pense que c'est aussi une volonté par rapport à Walking Dead d'avoir une narration qui est plus lente, de jouer sur ce timing-là. Walking Dead, ils essayent d'aller assez vite, et encore, il y a certains tomes où il ne se passait pas grand-chose. Mais là, tu sens qu'il y a une volonté peut-être aussi d'aller dans ce côté, cette patte indé, entre guillemets, où on va prendre le temps de montrer les choses, prendre le temps de laisser les sentiments ressurgir, ce qui effectivement peut être chiant, hein, on peut accrocher ou pas, ça je le comprends tout à fait, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je ne savais pas si ça avait marché pour moi parce que j'avais joué au jeu. J'ai l'impression que oui, ça doit être ça. Mais après, même sur la longueur, moi, j'ai pas senti toutes les pages. Il y a des fois où le bouquin fait beaucoup de pages et je sens qu'il fait beaucoup de pages. Là, je l'ai lu, j'ai fait ouais, c'est allé assez vite finalement parce que c'est pas très bavard. C'est pas très bavard comme truc. Non, mais après, ce qui fait une des grandes richesses de Walking Dead, c'est quand même que tu as des personnages que tu adores détester, quoi. Oui. Et là, c'est un peu creux. Mais après, en un tome, tu n'as pas le droit. Tu peux pas en plus développer un vrai méchant. Un vrai méchant, ça prend du temps. Encore une fois, c'est un tome de 240 pages, quoi. Mais arrête de nous faire suer, toi, avec tes 200 pages. C'est lui qui en parle. C'est moi qui en parle, c'est vrai. Moi, je veux bien entendre que sur un premier tome de 60 planches, parfois, ça peut être poussif. Quand tu en es à 240 pages, en réalité, t'as pondu 4 tomes, quoi. Oui, mais sauf que moi, je l'ai pas trouvé poussif. Mais voilà. C'est le truc, c'est que moi, les 200 et quelques pages, je les ai pas trouvés poussifs. Tu es en train de dire sur un premier tome. C'est pour ça que je me permets d'intervenir. Mais moi, je l'ai pas lu. Mais il n'y a pas de méchant, après, c'est ça le truc. De toute façon, le vrai méchant, c'est soi-même. Ouais. Vous m'avez pas donné une folle envie quand même. Mais j'ai dit que je pense que. Mais t'avais pas une folle envie de Walking Dead à la base. Ah non, ça c'est certain. Voilà, alors j'ai envie de te dire, voilà, clairement. T'as pas donné envie, mais t'avais pas envie de lire les Walking Dead à la base. Alors, clairement là, vous n'avez pas vraiment fait changer d'avis, les gars. Bah, oui, mais c'est ce que je dis. Moi, je pense que le Clémentine, c'est pour des fans hardcore. Quoi. Faut avoir tout fait, tout lu, et oui, tu vas peut-être. Ah, si, alors que moi, le tome 2, je le lirais sans doute, parce que moi, j'aime bien l'univers de Walking Dead. Mais bon, voilà, ça vaut pas. Un Walking Dead, on est d'accord. Après, on n'est pas à l'abri qu'elle nous ait prévu un truc super bien construit et que sur les tomes d'après, ça soit génial. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Après, c'est un crossover Clémentine Cybernatus. Et graphiquement parlant, vous allez. Il y avait bien un crossover Walking Dead Invincible. Ah, tu n'as peut-être pas lu ça, Jérôme. Hibernatus, pardon. Non. Graphiquement parlant, je te le donnerai. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, j'aime bien. C'est un changement graphique qui est intéressant. Et moi, j'ai trouvé ça sympa. Mais tu sors en fait de Walking Dead sans trop en sortir non plus. T'es dépaysé, mais pas trop. Tu vois, c'est exactement ça en fait. Mais c'est vrai. le changement, un peu. Non, mais oui, mais mais graphiquement, graphiquement, je trouve que c'est une vraie force parce que tu as réussi à te faire changer tes habitudes. C'est comme une nouvelle mais Golf, en même temps, grosso modo, tu as troqué tes charentaises contre des chols, tu vois. Mais tu es toujours aussi confort que dans les charentaises. Mais tu prends un tome de Charlie Adler et un tome de Tilly Weldon côte à côte et tu te dis ah oui non, c'est pas comparable. Et pourtant, ils ont réussi, je dis, à garder cette continuité grâce à la. Je dis colorisation, même si c'est du noir et blanc, mais c'est l'idée. Ils ont réussi à garder cette unité-là qui fait que ça marche. Mais tu les mets côte à côte, c'est totalement pas comparable, quoi. Il y en a un qui est vraiment dans les aplats de noir, quelque chose d'un peu plus brut, des traits plus rigide, sale. Plus rigide. Alors que là, on est dans quelque chose de plus éthéré, des traits un peu moins précis, quelque chose de plus fin. Moi, il y a un truc aussi qui me gêne un tout petit peu quand même, pour en rajouter une petite couche, c'est la banalisation du zombie. Dans Walking Dead, on a quand même en fond, alors je sais que c'est pas l'ennemi principal, que l'ennemi principal c'est nous-mêmes, c'est les communautés humaines, etc. Mais le zombie, il est quand même tout le temps là. Et quand ils sont attaqués par des zombies, il y a un vrai risque. Il y a un challenge, en fait. Ils jouent leur vie. Là, les gamins, ils tombent sur une colonie de zombies, et je parle pas de la colonie de zombies qui est à moitié gelée dans la glace. Hein. Bon, ils sont 2.
On y va, on a une hache, une machette, let's go quoi. T'arrives sur les derniers épisodes de Walking Dead, il faut qu'on leur envoie des hordes de 400 pour qu'ils soient effrayés, quoi. Hein. 4 000, Ouais, voilà. 4 millions. Ouais, c'est ça. Et encore 4 millions, ils ont pas encore enfilé les gants, tu vois. Donc, Ouais, mais enfin, Ils nous ont rajouté 1 million, Voilà, là, on sort des gammes. là ça reste des gamins et voilà. Ah tiens, on va avoir de la compagnie et pout. Non, mais c'est mais non, c'est voilà. plus des gamins. C'est des Justement, gamins, ça fait 4 ans qu'ils vivent avec pense- les zombies et qu'on ouais, va plus vivre je avec, pense qu'en quoi. fait, justement, c'est que comme eux, ils ont grandi avec les zombies, en fait, c'est plus des gosses. Maintenant, ils savent gérer le truc parce qu'ils savent combattre. Ouais, mais du Ils ont coup, pas la mais maturité du coup, émotionnelle, mais ils ont la technique de. ouais, de mais survie. ça fait pas vibrer quoi. On a du coup on se projette pas. En fait, on s'identifie pas. Voilà. Je me suis pas identifié. Tu t'es pas identifié avec des gamins de 16 ans, de 17 ans qui ont grandi avec des zombies. Ouais, mais c'est normal, je pense. C'est ça. Non, mais il manque Oui. une identification. Mais t'inquiète pas, tu viens de rentrer dans l'éducation nationale, ça va arriver. Tu vas t'identifier. Clémentine, The Walking Dead de Tilly Walden et Cliff Rasburn chez Delcourt pour 18,95 €. On attend les 2 autres tomes et on vous en reparlera sans doute. Hiver à l'opéra de Philippe Pélez au scénario, d'Alexis Chabert au dessin et à la couleur chez Grand Angle pour 17,90 €, qui est une suite sans être une suite, mais je pense que Thio va nous en dire un peu plus. Alors, qui est une suite sans être une suite, mais je conseille fortement d'avoir lu l'automne avant d'arriver dans l'hiver. Parce que l'air de rien, sinon. Automne en bête somme, hein, Voilà, le l'automne tome en d'avant. bête somme était quand même important parce que sinon, dans On manque l'hiver, le fil rouge. Hein. disons que dans l'hiver, il va te manquer des détails sur la vie de notre personnage principal, l'inspecteur Brouillant. Donc, on est en hiver, décembre 1896, c'est l'hiver. quelle époque mais c'est la C'est belle quelle époque ou pas Pas encore. mais c'est la belle époque. C'est la belle époque de suite, avec Art Nouveau, du coup. 1890, 1910. Voilà. Ah, du coup, avec Moura ou Moucha, vous prenez comment en fait, on s'en bat les couilles. Démerdez-vous. Et donc l'Art Nouveau, voilà, c'est qui est d'ailleurs la couverture, je pense, c'est un petit clin d'œil. Donc on est à l'Opéra Garnier qui est Combe, et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est sur une performance scénique de ouf. On a un corps qui en fait tombe du plafond, qui est en croix et qui asperge de sang tout le public. Et là, vraiment, on est bien. On est bien. Ça, c'est de la vraie performance scénique. On se fait peur, mais sauf que le mec en question, c'est le chargé de la sécurité du président Fort, qui s'appelait d'ailleurs le colonel Trévaux. Et forcément, ça fait un petit peu tâche, tout ça. Et donc, présent sur les lieux du crime, donc l'inspecteur Brouillant, qui a été donc révoqué de la police suite à l'affaire de la baie de Somme, il va se retrouver justement au cœur de cette enquête qui va mêler à la fois le spiritisme, le meurtre, les sociétés secrètes, le complot politique, ainsi que presque ça suffira, je dirais. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. Côté du scénario, Philippe Pélez, donc, qui donc, nous fait cette suite de l'hiver à l'opéra sans être une suite, c'est comme ça qu'ils le vendent, mais je pense quand même qu'il faut se dire que c'est un tome 2. Mais je le redis parce que vraiment c'est important. Mais tu l'as déjà dit quand même. Ouais, mais je le redis. Va ici nous développer une nouvelle intrigue, donc justement dans ce Paris donc de hivernal de 1896. Et on va avoir donc justement beaucoup de pistes qui vont être ouvertes. Toutes ces pistes permettent justement d'avoir un petit aspect historique quand même de cette époque, de cette fin de 19e. Mais en ayant à chaque fois, je trouve un rythme qui est satisfaisant et qui te permet de, même si tu as une complexité, de comprendre le scénario et pour autant d'avoir les réponses qui vont surgir au fur et à mesure. On va avoir aussi à ce niveau-là cette complexité. Là, j'ai perdu mon fil parce qu'ils ont fait des gestes et je suis désolé. Temps mort, ok. Et donc là, bien profond, à droite, c'est ça ? Ok, c'est ce que je me disais exactement. Donc les éléments s'enchaînent, voilà. Ça s'enchaîne au niveau du scénario, mais il est, je trouve, assez bien fait pour qu'on n'ait pas d'incompréhension vis-à-vis de celui-ci. À la fin, on se retrouve quand même dans un truc qui devient très mystique, voire même on est un peu dans une sorte de magie un peu onirique, mais ça reste quand même vachement agréable. Au niveau du dessin, Alexis Chabert nous offre, je trouve, un magnifique album. J'avais beaucoup aimé le premier. Là, ces aquarelles sont absolument splendides. C'est limite des petites fresques, quoi. Tu as tout. Tu as des moments où on va avoir justement des scènes un petit peu d'action, mais c'est pas celle-là qu'il faut trop regarder. C'est vraiment les scènes où tu vas avoir de la contemplation,
où tu as des personnages et des plans larges qui sont absolument à tomber, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé Hiver à l'Opéra. J'avais adoré Automne en baie de Somme. Vivement le printemps. Oui, graphiquement, il n'y a pas photo. Vas-y Thierry. Enchaîne. Comme j'ai vu que tu lançais pas les prises J'étais de en train parole, j'étais en train de regarder qui l'avait lu et tout le monde l'a lu. Et voilà, graphiquement, je me suis vraiment régalé. On avance avec notre personnage principal, ce qui est intéressant aussi sur la trame générale. Donc voilà, donc j'ai passé un chouette moment. Et j'ai pas un coup de cœur complet, si tu veux, pour l'instant, parce qu'il y a plein d'imperfections dans le dessin ou dans la narration, etc. Mais j'y prends du plaisir et j'ai hâte de voir la suite. Bon, je suis désolé, moi j'ai pas aimé. Ok. Graphiquement, c'est très beau. Tu as le droit, mais on va te couper le micro. C'est ça. Graphiquement, c'est très très beau, mais j'ai pas été touché par l'histoire, qui mêle un petit peu, un petit peu de fantastique, un petit peu de spiritisme, la légende du fantôme de l'opéra. Bon, voilà. Mais c'est un peu trop mélangé, ça se barre un peu dans différentes directions. On nous vend des sociétés secrètes, en fait, je les attends toujours, moi, les sociétés secrètes. Mais voilà, donc pas mieux, mais tant mieux si les autres ont aimé. Je vais pas aller jusqu'à dire j'ai pas aimé. Je trouve qu'il y a un gros progrès en dessin, mais j'ai moins accroché sur le scénario. J'ai l'impression qu'en fait, Philippe Pélaez, il faudra voir ce que font les autres tomes, essaye de faire un portrait des genres littéraires d'une époque. Si dans le premier tome, on était plus vraiment dans du polar urbain, dans des milieux un peu glauques, où se mêlaient les aristocrates, là on est dans quelque chose de beaucoup plus onirique, qui va chercher dans le côté artistique, où on va rajouter du mysticisme et du fantastique, où on ne sait pas trop, alors qu'il n'y avait pas du tout de fantastique dans le premier tome. Et c'est, je pense, ce qui fait cet écart entre les deux, parce qu'on est dans deux genres différents. Avec un personnage qui sert de fil dans les histoires. Et ça m'a un peu perturbé. Et là, j'ai trouvé que dans ce genre-là, c'était moins efficace parce que narrativement, j'avais tendance à me perdre un peu, à plus savoir trop où on allait, à avoir trop ce personnage, l'antagoniste, qui se parle un peu trop à lui-même, à mon goût, par moment. Mais ouais, franchement, c'est superbe. Je me demande si faut voir justement avec les autres tomes, si c'est pas plutôt une œuvre somme justement, qui fait que d'avoir touché à plusieurs genres, faire une sorte de portrait de la littérature de l'époque que je connais pas, donc j'en sais rien. Mais je trouve vraiment très flagrant cette différence de genre qu'il y a entre les deux histoires, et c'est l'intérêt que ça donne et ce qui attise ma curiosité pour une suite. Voilà. Moi, je te dirais que ça devient un peu plus sombre et ça va avec l'état d'esprit de l'enquêteur, je trouve. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir la suite. Donc c'est Hiver à l'Opéra de Philippe Pélaez. Mais bon, par contre, je pense que pour le prochain printemps à je sais pas où, je pense qu'à un moment donné, là, il pourra pas dire qu'il faut pas avoir lu les précédents quand même. Oui, j'espère. On peut pas dire que c'est des one-shots après. Oui, voilà, ils sont pas numérotés, il n'y a pas de titre de série. C'est même pire que ça, il y a marqué histoire complète sur la tranche. Oui, c'est sur le dos. Oui. Après, si tu veux avoir ton coup de cœur sur le prochain, peut-être que je. Ah non, mais moi, c'est pas grave. Mais moi, y a aucun problème. Je le dirai pas. Moi, j'aime bien le mec qui se trouve une excuse. Tu sais quoi, tu veux un coup de cœur? T'inquiète, je le dirai pas. Non, mais en fait, moi, je suis pas là pour courir après le coup de cœur. Oui, non, mais l'important. Moi, je cours pas après le succès. Sinon, déjà, j'aurais arrêté le podcast. L'important, c'est qu'il l'ait aimé et que les gens qui ont les mêmes bons goûts que lui savent qu'ils peuvent l'acheter les yeux fermés. C'est ça. Tu cours pas après l'argent non plus, sinon tu serais pas prof. C'est ça. T'as tout compris. Voilà. Donc, c'est chez Grand Angle pour 17,90 €. Un œil sur Cyberpunk 2077. Cyberpunk, je vais vous parler de jeux vidéo, je vais vous parler
de la série, je vais vous parler du jeu de rôle, je vais vous parler de l'appareil à raclette, je vais vous parler de tout Par ce qui est contre, tu autour. nous fais pas un historique de Cyberpunk depuis les débuts du jeu, s'il te plaît. Alors, Cyberpunk, Non, non, Je je rappelle rappelle qu'un œil sûr, ça doit être Ouais, rapide. mais ça va être court. Oui, Donc à la base, il c'est faut un, revenir à la base. non, c'est Voilà, un jeu de c'est rôle qui a reparti. été créé Voilà par le- Mike Pondsmith Mais- dans les années 90 Mais voilà le titre. et qui se passe Il faut en revenir à la base. 2000, qui se passe en 2020 dans le futur, tu vois. Donc, le jeu de rôle a eu plusieurs éditions, il y a eu des rééditions plus contemporaines, et l'éditeur CD Projekt Red a décidé d'en faire un jeu vidéo avec l'accord de Mike Pondsmith, suite au succès de The Witcher 3, en se disant, on va essayer de faire aussi bien. La sortie du jeu a été une catastrophe, parce qu'ils ont voulu le sortir aussi sur les vieilles consoles, en faisant des portages bâclés qu'ils n'en peuvent plus. C'était bourré de bugs que ça n'en pouvait plus, ça marchait bien que sur des gros PC de la mort, ou des PS5. Et en définitive, il y a eu une extension qui s'appelle Phantom Liberty qui est sortie. Ils en ont profité pour un peu revoir beaucoup de choses dans le jeu. Et moi, j'y ai joué 2 fois au jeu. Je l'ai lancé la première fois quasiment à la sortie. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas accroché. Et puis, quand l'extension est sortie, je me suis dit, bah, tiens, il y a une grosse mise à jour, je vais relancer. Peut-être parce que tu mettais un quart d'heure à lancer le jeu. Et j'ai été à Donf. J'ai été à Donf tout de suite. J'ai fait qu'une seule fin, j'ai envie de faire les autres, parce que Thio, lui, a fait toutes les fins et ça déchire. Randall précise que la série animée est top. Justement, on va en parler aussi rapidement. Donc, en gros, l'univers, c'est qu'on joue au choix un nomade, un corpo. Donc, un nomade, c'est qui vit un peu à l'écart dans des caravanes, etc. Un corpo, c'est quelqu'un qui bosse pour les grosses entreprises qui dirigent le monde, en gros. Ou le troisième, c'est un mercenaire, quoi. C'est un solo, donc une sorte de mercenaire, voilà. Et tu finis, quoi qu'il arrive, de toute façon, par devenir un mercenaire, hein, parce que tu te retrouves avec une puce implantée dans le cerveau qui fait que tu as Keanu Reeves dans ta tête. Alors, c'est pas Keanu Reeves, en vrai, hein, c'est... Non. C'est Johnny Silverhand, qui était un des personnages principaux du jeu de rôle d'origine en 2020, et qui était un rocker, parce qu'à l'époque, il disait que comme le jeu, c'est cyberpunk, les rockers, c'est eux qui vont changer le monde. Et lui, il en a rien à foutre, il est mort comme une merde. Et en gros, il va te remplacer il va te remplacer à un moment donné, tu risques de mourir, sauf si tu essayes de trouver un moyen de t'en sortir en essayant de cohabiter ou de le virer lui. Et puis c'est un gros con quand même. Et Keanu Reeves joue très très bien. Le scénar est très bien porté, ça marche très très bien. C'est un monde ouvert où on peut faire beaucoup de choses très variées. Il y a toujours 40 000 façons de finir les différents scénars. Pour moi, ça a très bien marché. Je pense que si on comparait notre arbre de compétences avec Thio, on serait assez différents. Totalement. Voilà. On peut la jouer totalement bourrine si on a envie, au corps à corps, ou la jouer à distance en snipe ou en fufu. C'est de la merde. C'est ce que j'ai fait moi. Voilà. Bref. Tous les moyens sont bons, ou y jouer avec du hack dans tous les sens. Le jeu marche très bien. Ils ont sorti une extension qui sera la seule, qui est une grosse extension, quand même, il y a quelques heures de jeu, où là, leur guest star, c'est Idris Elba, et qui est dans une ambiance beaucoup plus espionnage. Voilà. Pour rappel, on est dans un univers futuriste où les implants cybernétiques sont là, présents de tous les sens. C'est la définition du cyberpunk qui a été créée par ce jeu et les romans de... J'ai oublié son nom, neuromancien, Dave Gibbons. Non, pas Dave, c'est Gibbons, mais c'est neuromancien dans du bouquin. Ça marche super bien, je passe un bon moment. Pendant que le jeu avait du mal à s'en sortir au début, il y a eu un animé qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle Cyberpunk Edge Runner. Ils ont rajouté dans des petites extensions des clins d'œil à ce jeu, à ce dessin animé dans le jeu, et qui se passe dans le même univers, et on va suivre un jeune qui se retrouve à se choper un implant de la mort qu'il n'aurait pas dû avoir, qui normalement devrait le tuer parce qu'il n'est pas censé être assez balèze pour l'avoir. William Gibson. Je savais que c'était comme les guitares, mais je ne savais plus le prénom. Et bref, c'est quelque chose de très mature, de très violent, qui est plutôt bien foutu. Moi, j'ai trouvé que c'était un dessin animé bien sympa. Je suis resté un peu sur ma faim quand même. Le final est pas évident. Mais franchement... je recommande, ça vaut le coup. Je me demande si j'ai pas plus apprécié le dessin animé parce que j'étais à fond dans le jeu au moment où je l'ai regardé. Ça aide un peu. C'est bourré de clins d'œil, c'est-à-dire que dans le dessin animé, tu croises des quartiers, tu dis hey, je me suis déjà baladé ici, je connais. Il y a vraiment, c'est très documenté par rapport au jeu, ça utilise un peu les mêmes infographies pour toutes les interfaces homme-machine, etc. Il y a des personnages rigolos, des scènes bien gore et bien trash, des trucs bien tristes. Et on voit que vraiment c'est la merde, quoi, et que le monde est devenu un gros monde de merde dirigé par des corporations qui veulent nous mettre des implants dans le cerveau et nous vendre des voitures autonomes. C'est pas déjà le cas ?
J'allais te dire, on est peut-être pas trop loin de la vérité. Finalement. Ils ont réussi à faire la même chose sans mettre de puce. Hein. Ouais, ouais. Ça serait moins cool d'avoir des putes dans la tête. Voilà. Notez aussi que Cyberpunk 2077 prend en compte que tout l'univers a été remis à zéro, parce que dans Cyberpunk 2020, ils n'avaient pas pensé qu'on pouvait se connecter au réseau sans fil, vu qu'ils avaient fait le jeu en 90. Ça leur était pas venu à l'idée. Donc ça faisait très bizarre quand tu jouais au jeu de rôle de dire « Ah, il faut que je trouve un endroit où me brancher pour me connecter au réseau. » Le monde a changé. Ah oui, mais bon. Toi, t'as adoré le jeu aussi. Ah, moi, le jeu, oui, non, le jeu, je l'ai un peu soudé. Même le souci, c'est que là, maintenant que j'ai pas l'extension, en fait, je ne peux plus rien faire dans le jeu parce que j'ai plus rien à faire dans le jeu. Et j'ai pas fait toutes les fins parce qu'il y a certaines fins que j'ai pas pu faire. Ah, t'as pas été assez copain avec Johnny. Il y en a une ou deux, je crois que j'ai. En fait, il y en a une que j'ai pas pu faire. Voilà, pour l'instant. Voilà. Et moi, il y a une fin que l'extension ouvre, mais que j'ai pas fait les bons choix dans le scénario de l'extension pour les faire. C'est un peu comme The Witcher, on peut avoir des choses qui changent en fonction des choix Voilà. qu'on a eu au cours. Mais c'est cool parce que ça fait toujours. Enfin, Cyberpunk, tu peux en discuter comme The Witcher 3, tu peux toujours en discuter avec les potes. Chacun a fait une aventure différente. C'est pareil que pour Baldur's Gate aussi 3. C'est des jeux qui sont vraiment intéressants pour ça. Voilà, Randall dit que c'est une bonne surprise sur Netflix, comme Arcane, qui effectivement est une excellente série, et Blue Eyes Samurai, qui me fait de l'œil, que j'ai pas vu, mais qui a l'air pas mal du tout. J'ai commencé, les graphismes sont vraiment très très sympas. Donc voilà, Cyberpunk C'est Blue et Eyes, l'appareil à c'est- raclette. Alors l'appareil à raclette Cyberpunk, c'est mais un appareil Blue à Eyes, il fait raclette de l'œil. néon qui en jette de la mort. Oui, non, ils ont sorti des cartes graphiques, ils ont sorti des PC, tout est customisé Cyberpunk si t'as envie. Mais je sais que je l'ai pas trouvé parce que du coup je l'ai vu sur le conducteur parce que du coup quand j'ai vu ça je me suis dit il faut que je le trouve et je l'ai pas trouvé sur internet. Je crois pas qu'il existe. C'était- Ah ok. que j'avais C'était beaucoup vraiment- de trucs. Mais écoute peut-être que ça peut donner envie à Moulinex parce que Ouais, franchement un Et ils sont appareil dans à la raclette- merde. Ils sont dans la merde. Ah, mais s'ils sortent Alors, ça, là, c'est les sorts de la merde. Le problème qu'il y a, c'est qu'il va falloir payer la licence Cyberpunk. Ils ont plus les fonds. Ils ont plus les fonds, c'est possible. Bah, sur ce, on a passé un bon moment. Allez, au revoir. C'était plutôt cool. Je crois que tout le monde est fatigué, il va aller se coucher. En 23h49 au finito. Ouais, on s'en sort pas mal, franchement, c'était Non, bien. c'est bien, c'est bien. La semaine a été dure. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, la galerie de Mathieu pour Mathieu, Actua BD pour Jérôme. Si vous nous demandez des nouvelles, on vous en donnera pour Thierry. Et en ce qui... Non, moi j'en donne pas. Moi je m'en bats les couilles. Et en ce qui me concerne, je suis La Voix des Bulles ou Un Pied sur à peu près tous les réseaux sociaux qui existent parce que j'ai essayé d'être présent pour faire de la com. Mais vraiment, je discute si vous voulez discuter, mais je fais surtout de la com. On se retrouve très bientôt pour ce qu'on veut. Ah oui, ils avaient refilé une veste cyberpunk objet culte à certains journalistes qui, paraît-il, avaient bien la classe. Voilà, et elles se recherchent. Bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission qui sera je ne sais pas quoi, parce que soit on va avoir une semaine de creux, soit j'aurais trouvé des gens, Il va pas la retrouver en fait. voilà. Partie de Merci à Cyrès, tous il de nous avoir disparaît, écoutés et on vous dit donc à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye. Au revoir. Adieu.